Un jeune homme, dans un accès de colère dévastatrice, détruisit la statue de la Vierge Marie de son école. Ce qui advint des fragments brisés changea de vie d'une manière que personne au sein de l'établissement n'aurait pu imaginer. Voici l'histoire de Lucas Moreau et du miracle de la Vierge Marie que personne n'attendait. Mais avant de poursuivre, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et l'heure qu'il est chez vous en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se propagent. Une école catholique nichée au cœur d'un petit village en Provence, forte de près de 70 ans d'histoire. Des couloirs aux tomates usés, polis par des générations d'élèves, et une petite chapelle, d'une beauté simple et poignante, située au premier étage. Elle était toujours ouverte pour les élèves qui avaient besoin d'un instant de silence, d'un refuge loin du tumulte des cours et des cours de récréation. Lucas Moreau avait 18 ans. Des cheveux bruns, toujours un peu en désordre, une silhouette élancée, grande pour son âge, et un talent certain au sein de l'équipe de basket-ball de l'école. Il était le genre de garçon qui saluait tout le monde dans les couloirs, qui aidait les professeurs à porter leurs affaires, qui se faisait des amis avec une facilité déconcertante. Son sourire était une monnaie d'échange universelle. Mais au cours des 6 derniers mois, quelque chose avait profondément changé en lui. Ceux qui prêtaient une attention particulière l'avaient remarqué. Lucas arrivait à l'école avec 15 minutes d'avance chaque jour. Il n'allait plus directement au gymnase comme avant. Il ne restait plus dans la cour à discuter avec ses amis, le rire facile et le verbeau. Non, chaque matin, sans exception, il se dirigeait droit vers la chapelle. Il s'asseyait sur le même banc, au premier rang. Son regard se posait sur la statue de la Vierge Marie qui trônait sur le petit autel, les mains jointes, la tête inclinée, et il priait en silence pendant 10, parfois 15 minutes. Un rituel immuable et mystérieux. La plupart des élèves ignoraient la raison de cette nouvelle dévotion, mais les professeurs, eux, savaient. Le personnel administratif savait, et surtout, Monsieur Jean savait. Jean Dubois avait 60 ans. Il travaillait comme concierge de l'école depuis 25 ans. Il connaissait chaque recoin de cet établissement, chaque fissure dans les murs, chaque lame de parquet qui grinçait. Mais plus encore, Jean connaissait les élèves, et pas seulement leurs noms. Il connaissait leurs histoires, leurs peurs, leurs joies. Et il avait vu Lucas Moreau grandir entre ces murs depuis l'âge de 11 ans. Jean nettoyait la chapelle chaque matin. Quand il avait terminé, il restait toujours quelques minutes en silence, assis sur un banc à l'arrière. Il priait, lui aussi. Il menait ses propres batailles, silencieuses et épuisantes. C'est ainsi qu'il avait commencé à remarquer Lucas. 6 mois plus tôt, le garçon avait commencé à apparaître, toujours à la même heure, toujours sur le même banc, toujours avec cette même expression de supplication muette sur le visage. Jean ne posa jamais de questions, mais il observait avec une compassion infinie. Car Jean comprenait la douleur. Jean comprenait la supplication. 2 ans auparavant, ses reins avaient commencé à lâcher. Insuffisance rénale chronique en phase terminale. Les médecins avaient utilisé des termes techniques qu'il n'avait pas entièrement saisis, mais il avait compris l'essentiel. Ses reins s'arrêtaient. La dialyse, 3 fois par semaine. 4 heures interminables, assis dans un fauteuil inconfortable, dans une clinique qui sentait le désinfectant. C'était épuisant, physiquement et émotionnellement, mais Jean continuait de travailler. Il aimait cette école, il aimait les élèves, et s'arrêter aurait signifié admettre que la maladie avait gagné. Alors, chaque matin, il était là, nettoyant, réparant, prenant soin. Jusqu'à un matin d'octobre où Jean vit quelque chose de différent. Lucas était arrivé comme d'habitude, mais cette fois, sa mère l'accompagnait. Ils parlèrent brièvement sur le seuil de la chapelle. Jean la vit serrer son fils dans ses bras. Il la vit essuyer ses propres larmes avant de partir. Quand Lucas entra seul dans la chapelle, ses yeux étaient rougis par des pleurs contenus. C'est à ce moment-là que Jean comprit. Léo Moreau, le petit frère de Lucas, était malade. Très malade. Dans les mois qui suivirent, Jean observa la métamorphose de Lucas. Le garçon extraverti devint plus silencieux. Son sourire facile se faisait de plus en plus rare. Ses notes commencèrent à baisser légèrement, mais ses prières, elles, ne cessèrent jamais. C'était un mardi de mars, une journée ordinaire. Lucas était en cours d'histoire avec Madame Valérie Martin quand Madame Sophie, la secrétaire, frappa à la porte. Madame Martin, désolé de vous interrompre. Lucas Moreau, le directeur souhaite vous parler.
Lucas se figea instantanément. Il sentit un froid glacial s'emparer de lui. Il sut. Il n'eut pas besoin de demander pourquoi. Il le sut à la manière dont la secrétaire évitait de le regarder directement dans les yeux. Il le sut à la façon dont ses mains commencèrent à trembler avant même qu'il ne se lève. Dans les couloirs vides, ses pas résonnaient sinistrement sur les tomates. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, chaque mètre le rapprochant d'une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Dans le bureau du directeur, ses parents attendaient. Le visage de sa mère disait tout avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Lucas, sa voix se brisa. Léo, il est parti ce matin. Nous, le reste n'était qu'un bruit de fond. Lucas entendait les mots sans en saisir le sens. Il savait que tu l'aimais. Son père le serra dans ses bras. Sa mère pleurait. Père François, le directeur, offrait ses condoléances d'une voix douce. Mais Lucas était ailleurs. Il était 6 mois en arrière, lorsque Léo avait reçu le diagnostic. Il était dans tous ses matins à prier, dans toutes ses nuits d'insomnie à demander, à supplier, à marchander avec Dieu. Lucas ne pouvait articuler aucun mot. Il quitta simplement la pièce, comme un automate. Il erra dans les couloirs sans destination précise. Ses pieds bougeaient d'eux-mêmes, le portant à travers un dédale de souvenirs et de douleurs. Les professeurs qui le croisèrent plus tard diraient qu'il semblait être en transe, les yeux fixés droit devant, le visage d'une pâleur de cire. Il monta les escaliers jusqu'au premier étage. Ses pieds s'arrêtèrent devant la chapelle. La porte était entr'ouverte. Une lumière douce filtrait à travers les vitraux, peignant des taches de couleur sur le sol. Le silence familier qui lui avait toujours apporté du réconfort semblait maintenant lourd, accusateur. Lucas poussa la porte et entra. Et il vit l'image. La Vierge Marie sur l'autel, debout, les mains tendues, un visage serein sculpté dans le marbre blanc, un manteau peint d'un bleu doux. La même image qu'il avait regardée chaque jour pendant 6 mois. Et quelque chose se brisa en lui. J'ai prié, sa voix résonna dans la chapelle vide, bien plus forte qu'il ne l'avait voulu, chargée d'une douleur qui venait d'un endroit si profond qu'il ne soupçonnait pas son existence. J'ai prié. Chaque jour. Il s'approcha de l'autel, les mains tremblantes. Des larmes coulaient sur son visage, mais il ne s'en rendait même pas compte. Pourquoi? Pourquoi lui? Lucas agrippa la base de la statue. Pendant une seconde, il resta là, s'y accrochant comme pour ne pas tomber lui-même. Puis il tira. La statue était vieille, lourde. Mais la colère confère une force que la logique ne peut expliquer. La base s'arracha de l'autel avec un grincement de pierre contre le bois. Lucas traîna la statue jusqu'au sol. Elle tomba. Le bruit du marbre se fracassant contre les tomates fut comme un coup de tonnerre. Il résonna à travers les murs, à travers les couloirs, à travers le cœur de Lucas. L'image se brisa. Pas complètement, mais suffisamment. Lucas regarda ce qu'il avait fait. Pendant un instant, il resta figé, horrifié. Puis il se retourna et courut. Il dévala les escaliers, traversa la cour, quitta l'école par le grand portail sans un regard en arrière. C'est sa mère qui le trouva 2 heures plus tard, assis sur un banc dans un parc à quelques rues de l'école. Elle ne lui demanda pas où il était allé. Elle le serra simplement dans ses bras tandis qu'ils pleuraient tous les deux. À l'école, la nouvelle se répandit rapidement. Mais lorsque les détails émergèrent, la réaction fut différente de ce qu'elle aurait été en temps normal. Père François réunit les enseignants. Lucas Moreau vit le pire jour de sa vie. Il a agi sous le coup de la plus profonde douleur qu'un être humain puisse ressentir. Nous n'allons pas le punir. Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Même les professeurs les plus stricts comprenaient. Ce fut Jean qui nettoya. Il était au rez-de-chaussée quand il avait entendu le bruit, ce son terrible de quelque chose qui se brise. Il monta les escaliers aussi vite que ses jambes fatiguées le lui permettaient. Quand il entra dans la chapelle et vit les fragments éparpillés sur le sol, son cœur se serra. Mais il avait aperçu Lucas en train de fuir, il avait vu le visage du garçon, et Jean avait compris immédiatement. Il resta là quelques minutes, à contempler les morceaux. L'image qui avait trôné sur cet autel pendant des décennies, l'image qui avait été témoin de milliers de prières, l'image que Lucas avait regardée avec tant d'espoir pendant tant de mois, maintenant en éclats. Jean alla chercher une boîte en carton.
Mais alors qu'il s'agenouillait pour commencer à ramasser les morceaux, quelque chose le fit s'arrêter. Il regarda de plus près les fragments. Le visage, miraculeusement, était encore intact. Il y avait quelque chose dans ces morceaux qui poussa Jean à les manipuler avec plus de soin. Il commença à ramasser les fragments à main nue. C'est à ce moment-là que cela se produisit. Au moment où ses doigts touchèrent le premier morceau, une partie du manteau bleu, Jean sentit quelque chose. Une chaleur. Pas la tiédeur ambiante de la chapelle, mais une chaleur spécifique, concentrée, émanant de ce fragment de marbre froid. Jean se figea, regarda ses mains, puis le fragment. Et puis vint l'odeur. Des roses. Jean regarda autour de lui. Il n'y avait pas de fleurs dans la chapelle. Il n'y en avait jamais eu. Mais le parfum était bien réel, délicat, suave, presque enivrant. Il s'assit sur le banc le plus proche, tenant toujours le fragment dans sa main. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il resta là de longues minutes. Puis, avec un soin presque religieux, il continua à ramasser chaque morceau. Il les plaça tous dans la boîte. Chaque fragment, aussi petit soit-il, fut collecté et conservé. Quand il eut terminé, il porta la boîte au débarras au sous-sol. Ce soir-là, Jean rentra chez lui avec l'odeur de rose encore persistante dans sa mémoire. Il se rendit à sa séance de dialyse le vendredi, comme toujours. Mais quelque chose était différent. L'infirmière qui s'occupait de lui depuis 2 ans, Sandrine, fut la première à le remarquer. « Monsieur Dubois, votre tension artérielle est meilleure aujourd'hui. » Jean haussa les épaules. La tension fluctuait, cela arrivait. Mais la semaine suivante, il y eut une autre observation. « Monsieur Dubois, vos taux sont un peu différents. » Pas mauvais, juste différents. Il n'y pensa pas plus que ça. Il avait d'autres soucis. Lucas n'était pas revenu à l'école. Jean se renseigna discrètement. Il apprit que les funérailles avaient eu lieu dans l'intimité, que Lucas était chez lui, avec sa famille. Les semaines passèrent. Jean continua son travail, continua ses dialyses, mais quelque chose changeait dans son corps, de manière à peine perceptible au début. Moins de fatigue, un peu plus d'énergie. Les séances, qui le laissaient habituellement épuisé, commencèrent à lui sembler moins lourdes. Lors de son rendez-vous mensuel avec le docteur Stéphane Leroy, le premier signe tangible apparut. Monsieur Dubois, le médecin regardait les résultats avec une expression perplexe. Vos reins répondent. Ils répondent? Ils fonctionnent mieux. Pas de façon spectaculaire, mais il y a une amélioration mesurable. Jean resta silencieux. C'est inhabituel, continua le docteur Leroy, mais ça arrive. Parfois, il y a des fluctuations. Nous allons surveiller ça de près. Mais ce n'était pas une fluctuation. Dans les semaines qui suivirent, l'amélioration se poursuivit, graduelle mais constante. La dialyse, qui était de 3 fois par semaine, passa à 2, puis à 1. Son énergie augmenta. Des couleurs revinrent sur son visage. L'épuisement profond qui l'avait accompagné pendant 2 ans commença à s'estomper. Le docteur Leroy était véritablement déconcerté. Nous ne savons pas pourquoi, mais vos reins fonctionnent définitivement mieux. Jean, lui, savait quand cela avait commencé. Le jour où il avait touché les fragments. Il n'en parla à personne. Comment aurait-il pu? Cela aurait semblé absurde. Mais il savait. Lucas revint à l'école 3 semaines après les funérailles. Il était différent, aminci, plus silencieux. Il y avait une ombre dans ses yeux qui n'y était pas auparavant. Il évitait la chapelle, empruntant de plus longs chemins entre les cours pour ne pas passer devant la porte. Les professeurs étaient bienveillants. Ses amis essayaient de l'aider, mais Lucas se repliait sur lui-même. Il portait un poids immense. Jean pouvait le voir. Tout le monde le pouvait. La culpabilité. Un après-midi, 2 semaines après le retour de Lucas, Jean le vit assis seul dans la cour pendant le déjeuner. Tous les autres élèves étaient en groupe, discutant, riant. Lucas était une île de solitude. Jean s'approcha. Lucas. Le garçon leva les yeux. La reconnaissance et quelque chose comme de la peur traversèrent son visage. Monsieur Jean, je peux m'asseoir? Lucas haussa les épaules mais ne dit pas non.
Jean s'assit sur le banc à côté de lui. Ils restèrent silencieux un moment. « Comment vas-tu » demanda finalement Jean. « Bien. » La réponse était automatique, vide de sens. Encore le silence. « Lucas, dit Jean doucement. Je te voyais prier. » Lucas se crispa. Il ne répondit pas. « Je sais que tu souffres. » C'est à ce moment-là que Lucas craqua. Ses épaules qu'il avait maintenues rigides pendant des semaines s'affaissèrent enfin. « J'ai détruit la statue de la Vierge Marie, dit-il, la voix basse et lourde de honte. Lucas, regarde-moi. Le garçon obéit à contre-cœur. Tu as perdu ton frère. Tu souffrais. Personne ne te blâme. Je me blâme, murmura Lucas. J'en pris une profonde inspiration. Puis il se décida. Lucas, je dois te dire quelque chose. Et il raconta. Il parla de la collecte des fragments, de la chaleur et de l'odeur de rose, de l'amélioration inexplicable de sa santé. Lucas écouta dans un silence total. Quand Jean eut fini, le garçon avait les larmes aux yeux. Comment ? Fut tout ce qu'il put dire. Je ne sais pas, répondit honnêtement Jean. Mais je sais que quelque chose s'est passé, et que c'est arrivé avec les morceaux de l'image que tu as brisés. Ils restèrent assis là de longues minutes. Le bruit de l'école autour d'eux semblait lointain. Finalement, Lucas demanda, les fragments ils existent toujours ? Oui. Gardés en sécurité. J'aimerais les voir. Le lendemain, après les cours, Jean emmena Lucas au débarras au sous-sol. La boîte était sur l'étagère où il l'avait laissée. Jean la descendit avec précaution et la posa sur un établi. Lucas s'approcha lentement. Quand il regarda à l'intérieur de la boîte et vit les fragments, son souffle se coupa. Il y avait le visage qu'il avait regardé avec tant d'espoir. « C'est moi qui ai fait ça » murmura-t-il. Lucas toucha l'un des morceaux avec des doigts tremblants, une partie du manteau bleu. Ils restèrent là, tous deux touchant les fragments. Deux personnes séparées par des décennies, mais unies par quelque chose qu'elles ne pouvaient expliquer. Ce fut Lucas qui rompit le silence. « Monsieur Jean, j'aimerais la restaurer. » Restaurer ? La statue de la Vierge Marie. Rassembler les morceaux. Reconstruire ce que j'ai cassé. Lucas regarda les fragments avec une détermination nouvelle. Je dois le faire. Jean étudia le visage du garçon. Il y vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des semaines. Un but. Ça prendra du temps. J'ai le temps. Ce sera difficile. Certains morceaux sont très petits. Ça m'est égal. Jean hocha lentement la tête. Alors, faisons-le ensemble. Ils commencèrent le lendemain. Jean avait une certaine expérience de la restauration. Il avait réparé de nombreuses choses au cours de ses 25 années dans cette école, mais rien de tel. Ils installèrent un espace de travail dans le débarras. Ils apportèrent une grande table, un bon éclairage, des outils appropriés. Ils commencèrent par organiser les morceaux, les plus grands d'abord, essayant de comprendre comment ils s'emboîtaient. C'était comme un puzzle en 3 dimensions impossible. Mais Lucas était patient, méticuleux. Des heures après les cours, il était là. Jean travaillait à ses côtés, lui enseignant des techniques, lui montrant comment utiliser une colle spéciale pour le marbre, comment aligner les pièces, comment être patient quand quelque chose ne s'ajustait pas. Mais plus que de restaurer la statue, il parlait. D'abord de petites choses, l'école, le basket-ball, le travail. Puis, peu à peu, de choses plus grandes. Lucas parla de Léo, de ce que c'était d'être le grand frère, de la culpabilité d'être en bonne santé alors que Léo était malade, des promesses qu'il avait faites et qu'il n'avait pas pu tenir. Jean parla de sa maladie, de la peur de mourir, de continuer à travailler parce que s'arrêter, c'était comme abandonner. Et tous deux parlèrent de la foi, de la prière, de ce que signifie croire quand tout semble s'effondrer. J'étais tellement en colère, dit Lucas un après-midi, en travaillant sur une pièce particulièrement difficile. Contre Dieu, contre la Vierge Marie, contre tout. Il fit une pause. Je suis encore en colère parfois, mais je suis aussi reconnaissant. Reconnaissant ? Il désigna les fragments du geste. Ça se travaille, ça m'aide d'une manière que je n'attendais pas. Jean sourit. Les semaines se transformèrent en mois.
La santé de Jean ne cessait de s'améliorer. Il n'avait plus besoin de dialyse qu'une fois par semaine. Le docteur Leroy parlait d'une guérison extraordinaire tout en admettant n'avoir aucune explication scientifique. Et Lucas changeait aussi. L'ombre dans ses yeux s'estompait. Il rejoignit l'équipe de basket-ball, recommença à sourire, à renouer avec ses amis. Mais le travail de restauration continua. Ils avaient assemblé la majeure partie de la statue. Le corps était pratiquement complet. En juin, 6 mois après ce terrible jour de mars, la statue fut terminée. Debout, restaurée. Père François organisa une petite cérémonie pour la réinstallation. C'était un dimanche après-midi. La chapelle était pleine. Élèves, professeurs, parents, l'histoire s'était répandue. Pas tous les détails, mais suffisamment. Tout le monde savait que Lucas Moreau avait brisé la statue dans un moment de profonde tristesse et qu'il avait passé des mois à la restaurer. Et tout le monde connaissait l'histoire de Monsieur Jean, comment son insuffisance rénale, qu'il avait maintenue en dialyse pendant 2 ans, s'était améliorée de manière extraordinaire. Les deux histoires s'étaient entremêlées d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Lucas porta la statue restaurée de la Vierge Marie jusqu'à l'autel. Ses mains étaient stables, son visage calme. Il la posa délicatement à sa place. Recula, regarda l'image qu'il avait détruite et reconstruite. Père François s'approcha. « Lucas, voudrais-tu dire quelque chose ?» Le garçon hésita. Il n'avait rien préparé. Mais quand il regarda la statue, Monsieur Jean assis au premier rang, sa famille sur les bancs du fond, il sut quoi dire. Il y a 6 mois, j'ai brisé cette image. J'étais en colère. J'avais l'impression que mes prières n'avaient pas été entendues. Sa voix était claire, assurée. Mais j'avais tort. Il regarda Monsieur Jean. Parce qu'il est arrivé quelque chose au morceau que j'ai brisé, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et en restaurant ce que j'avais détruit, j'ai été restauré, moi aussi. Des larmes coulaient sur le visage de Lucas, mais sa voix ne faiblit pas. Léo, mon frère, n'est plus là. Et ça fait toujours mal. Ça fera toujours mal. Mais j'ai appris que même dans les choses brisées, même dans la colère et la douleur, il peut y avoir de la grâce. Il toucha doucement la base de la statue. Cette image n'est plus parfaite. On peut voir où elle a été brisée. Mais je pense que cela la rend plus belle, parce que ça montre que la rupture n'est pas la fin. Que nous pouvons être restaurés. Que des miracles peuvent naître même de notre colère. Le silence dans la chapelle était absolu. Monsieur Jean se leva lentement. Il se dirigea vers Lucas et le prit dans ses bras. « Merci, murmura-t-il. De m'avoir donné un but et la guérison, de m'avoir laissé faire partie de la tienne. » Après que tout le monde fut parti, Lucas resta seul dans la chapelle quelques minutes. Il regarda la statue restaurée. « Merci, Vierge Marie, murmura-t-il. Et pendant un instant, juste un instant, Lucas jura qu'il pouvait sentir l'odeur des roses. 6 mois passèrent. Monsieur Jean Dubois arrêta complètement la dialyse. Le docteur Stéphane Leroy documenta le cas comme une rémission spontanée inexpliquée. Jean reprit son travail à temps plein. Son énergie était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis des années. Et chaque matin, avant de commencer sa journée, il passait quelques minutes dans la chapelle, à regarder la statue restaurée, à rendre grâce. Lucas Moreau obtint son diplôme avec mention. Il reçut une bourse pour jouer au basket-ball à l'université. Mais avant de partir, il demanda la permission de faire quelque chose. Avec l'approbation de Père François, il installa une petite plaque à la base de la statue restaurée. On pouvait y lire simplement « En mémoire de Léo Moreau et en gratitude pour les miracles nés des cœurs brisés ». Était-ce une coïncidence? Était-ce un miracle de la Vierge Marie? Ce que nous savons, c'est qu'une statue brisée est devenue le symbole de quelque chose de plus grand, et que 2 hommes, séparés par des décennies mais unis par la douleur et la grâce, ont trouvé la guérison non pas dans ce qu'ils avaient demandé, mais dans ce qu'ils ont reçu en chemin. Avant de terminer, je veux vous inviter à faire partie de notre communauté de prière pour la Vierge Marie, un lieu de foi et d'espérance où des personnes du monde entier se rassemblent pour prier et partager les grâces qu'elles ont reçues. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de rejoindre cette chaîne de prière, cliquez ci-dessous et devenez membre de la chaîne aujourd'hui, et venez prier avec nous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, à la fin de l'histoire de Lucas et de Monsieur Jean, faites une chose pour moi.
Écrivez le mot fragment dans les commentaires, parce que parfois, les parties brisées de nous-mêmes sont exactement ce que la Vierge Marie utilise pour créer des miracles. Je veux voir combien de cœurs cette histoire a vraiment touché. Et chaque fois que je lirai un fragment dans les commentaires, je saurai qu'une personne de plus croit que les miracles de la Vierge Marie se produisent encore. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.